Bonsoir à toutes et à tous. J'invite les derniers arrivés à s'asseoir. Nous allons commencer cette double cérémonie de remise de prix. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous accueillir ici à la Maison des Arts et Métiers pour ces deux cérémonies de remise de prix. Aujourd'hui, ce soir, c'est la 16e édition du prix Marius Lavet et la 6e édition du prix Norbert Ségard. Pour ouvrir cette double cérémonie, je vous demande d'accueillir comme il se doit Pierre Brézé, président de la Fondation Marius Lavet, et Jean-Paul Ségard, président de la Fondation Norbert Ségard. Alors, il y a deux cérémonies, des prix différents, mais des prix très complémentaires. Messieurs, en quoi vos deux fondations ont eu raison de s'associer sur ce coup-là ? Voilà, alors tout d'abord, merci pour tous ceux qui sont venus aussi nombreux. C'est un grand plaisir chaque année de rencontrer toute la communauté d'ingénieurs, doctorants, jeunes et moins jeunes scientifiques. Et surtout, depuis 6 ans, d'avoir l'occasion de remettre ce prix Marius Lavet en même temps que le prix Norbert Ségard, notre jeune ami, puisque le prix Norbert Ségard concerne des jeunes scientifiques, des doctorants qui rentrent dans l'aventure de l'innovation, de l'entrepreneuriat, alors que le prix Marius Lavet s'adresse à des ingénieurs blanchis sous le harnais, dont vous allez voir quelques exemplaires absolument remarquables. Avant de passer la parole à Jean-Paul, je voudrais très chaudement remercier nos hôtes, la Fondation des Arts et Métiers, et en particulier Jacques Paccard, président de la Société des ingénieurs des arts et métiers, et Roger Sanquina, qui est le président de la Fondation des arts et métiers, qui chaque année nous accueille dans cet endroit mythique pour tout ingénieur. Merci à vous. Tout d'abord, je voudrais remercier la Fondation de France d'avoir suscité notre rapprochement avec l'association Marius Lavet, avec qui nous partageons la conviction que l'ingénieur a un rôle essentiel dans le progrès technique et humain. Je voudrais remercier les écoles partenaires de notre fondation, les incubateurs présents, et surtout tous les bénévoles et les donateurs de la fondation. Monsieur Beffa, je vous remercie d'avoir accepté de présider cette cérémonie des 12 ingénieurs créateurs Norbert Ségard 2017. Notre fondation a la chance de pouvoir compter sur 3 de vos anciens cadres dirigeants à Saint-Gobain, et ceci est un grand apport pour nous. Eh bien, merci à vous pour cette introduction. On va donc commencer avec les prix, la remise de prix Norbert Ségard. Tout de suite. Alors, pour présenter ce prix, vous avez prévu une courte vidéo d'1 minute pour que l'on voit de quoi il s'agit. Alors, présentation du prix Norbert Ségard. Merci à vous. Et donc, Jean-Paul Ségard, vous nous dites quelques mots sur cette fondation que vous présidez. Notre fondation a pour objet de poursuivre l'action de Norbert Ségard dans les domaines de la formation des ingénieurs, la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat technologique. Nous soutenons des projets à caractère scientifique,
technologique, industrielle ou sociétale. Notre fondation est aussi une belle histoire. Les prix Norbert-Segard ont pour objectif de promouvoir et soutenir les élèves ingénieurs, masters scientifiques, docteurs en sciences, qui cherchent, inventent, innovent et créent des entreprises technologiques pour des applications concrètes dans l'industrie ou répondant à des enjeux majeurs de notre société. La promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat technologique ne peut se faire sans les écoles et les incubateurs. Des conventions de partenariat ont été signées avec les INP, Lorraine, Grenoble, Toulouse, Bordeaux, avec le groupe INSA, avec l'Institut Mines Télécom ou avec des écoles polytechniques et à venir très prochainement AgroParisTech et Centrale Supélec. Un lauréat pour nous, c'est bien sûr une technologie, une équipe, un projet d'entreprise. Mais c'est aussi une grande dose de générosité avec la volonté de servir autrui. Je vais demander maintenant à François Silla, qui a été lauréat de notre fondation en 2014, qui est ingénieur physique chimie de Paris et docteur de l'école polytechnique, de venir nous dire sa vision de la fondation. François Silla, je vous demande de l'accueillir. Allô. Bonjour, soyez le bienvenu. Donc vous avez été lauréat il y a 2 ans, ou 3 même, en 2014. C'était pour quelle innovation, quelle création que vous aviez été récompensé? Alors tout d'abord, merci beaucoup à la Fondation de me permettre de revenir sur cette très jolie scène. Donc pourquoi est-ce que j'ai été lauréat? C'était pour le projet Source Lab, qui consistait en fait à produire des accélérateurs compacts de particules par laser. Pour différentes applications médicales, industrielles. Donc c'est pour ça que la Fondation... Alors c'est toujours intéressant d'avoir des lauréats des années précédentes parce qu'on peut leur demander qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous d'avoir reçu ce prix. Alors dans votre cas, est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, ça a changé pas mal de choses. Et en fait, bien sûr, la Fondation, c'est un prix, c'est aussi une certaine visibilité, mais surtout, moi, ce que ça a changé pour moi, à titre personnel, c'était ça m'a donné beaucoup de courage. L'envie de continuer, ça c'est quand même quelque chose de très important parce que je ne sais pas si le prix de la Fondation est un prix qui va sanctionner un innovateur, un entrepreneur ou un industriel. Ça je ne sais pas, on verra, c'est l'avenir qui va le dire. Par contre je sais que ça donne beaucoup de courage pour pouvoir affronter vraiment ces projets aussi ambitieux pour lesquels on dit non ça ne marchera pas, ce n'est pas la peine. Et bien grâce à la Fondation Norbert-Segard, un petit peu, on peut dire que ça commence à marcher et ça en valait la peine. Ça remonte le moral, ça ouvre des portes aussi, ça rend crédible auprès des autres d'avoir un prix, et en l'occurrence celui-ci. Oui, tout à fait. Déjà, quand on arrive et qu'on peut s'exprimer au nom de la Fondation, c'était quand même quelque chose de très important. Mais une fois de plus, comme je le dis, le plus important, ça reste quand même cette conviction que l'on a, un peu plus que ce projet en vaut la peine. Merci à vous pour votre témoignage. Vous restez avec nous, bien sûr. Peut-être aurez-vous envie d'interroger les nouveaux lauréats de ce CRU 2017. Alors nous allons découvrir ces lauréats dans quelques instants. Et pour remettre ces prix, j'invite sur scène le président de cette cérémonie, Jean-Louis Beffa, président d'honneur de Saint-Gobain. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Merci à vous. J'invite également Jean-Yves Aubé, qui est président du jury de la Fondation. Où est-il? Il est là, il est déjà là. Très bien. Alors nous allons remettre avec vous le prix Jeune Espoir. Rappelons ce qu'est le prix Jeune Espoir. Alors il récompense des élèves ingénieurs ou des ingénieurs diplômés en 2016, de moins de 25 ans, on est vraiment chez les tout jeunes, et qui au cours de leur formation ont engagé une démarche entrepreneuriale avec l'objectif de créer une entreprise technologique innovante. Ça c'est pour le profil, le portrait robot des personnalités que l'on cherchait à récompenser. De ces personnalités a émergé 5 noms. Vous allez, Jean-Yves Aubé, les appeler, et puis ils vont monter au fur et à mesure que vous allez égrener un peu les compétences et le domaine d'activité dans lequel ils exercent. Voilà, donc je vais appeler les 5 lauréats, un par un. Je commence par Damien Leboulaire. Montez sur scène. Venez donc nous rejoindre, Damien. Où est-il? Il n'est pas là.
On commence bien, il n'est pas là. Ah, le trac, sûrement. Il Personne appuie. pour le représenter? Non, personne ne le représente. Je dis 2 mots simplement sur son projet qui s'appelle Auria. Damien Leboulaire vient de l'INP de Grenoble et il a inventé une bague connectée qui permet d'introduire des effets musicaux pour tout ce qui est musique numérique. Voilà, ça montre la diversité de notre fondation. On lui dira qu'il a été copieusement applaudi, même malgré son absence. Merci de ne pas me faire mentir. J'appelle Benjamin Laporte, qui est là, qui nous vient de Il est là. Limoges, de l'ANSI de Limoges, et qui a travaillé sur le projet OneGate. C'est une solution très intéressante qui permet, grâce à un téléphone, à votre téléphone portable, d'avoir accès à des lieux qui sont partagés. Vous composez simplement votre code sur la porte, sur un dispositif qui met sur la porte du lieu concerné, et on vous envoie un SMS pour ouvrir la porte. Donc c'est quelque chose de très pratique, je crois de très intelligent, et qui nous permet de résoudre des problèmes pour tous les associations et les gens qui ont des cours de tennis et des salles à partager. Merci. Restez sur scène, restez sur scène. Restez sur scène. Hein. J'appelle Alice Comble. Alice Comble. Troisième lauréate. Alors Alice Comble vient de l'IMT de l'île d'Ouai et elle s'intéresse à un déchet qui est très répandu, les mégots. Savez-vous qu'on récolte plus de, je crois, 500 tonnes de mégots par an à Paris ? 350 tonnes de mégots par an à Paris, ce qui est énorme. Mais ce n'est pas ça simplement son projet. Son projet est lié à une borne connectée qui non simplement valorise la collecte du déchet, mais le fait que vous jetez le mégot dans la borne connectée. Donc ça permet des tas d'échanges avec des municipalités, avec des associations. Je crois que l'idée était très intéressante. J'appelle Pierre Régnier de l'ESCO d'Angers. Vous pouvez l'applaudir, Pierre Régnier, qui nous rejoint sur scène. Alors Pierre nous propose un guidon connecté. Tout le monde sait que les vélos, ça se vole. Grâce à ce système, vous êtes géolocalisé, vous pouvez retrouver votre vélo. Vous pouvez aussi être guidé dans des lieux touristiques. Donc c'est toute une perspective pour le vélo qui nous offre avec ce vélo connecté. Enfin, on va s'envoler dans les étoiles avec David Henry. David Henry est un jeune polytechnicien et il travaille actuellement sur la propulsion des nanosatellites. Vous connaissez tous l'effet Hall, hein, l'ionisation d'un gaz. Et il utilise ce principe-là. Et le grand défi, ça a été de miniaturiser ce système propulsif pour nanosatellites. Voilà. Alors restez sur scène parce qu'on va savoir, évidemment vous êtes tous lauréats, mais il y a un prix et on va savoir quel est ce prix grâce à Jean-Louis Beffa. Alors peut-être déjà un avis, Jean-Louis Beffa, sur Damien Leboulaire vient Damien, voilà. Voici Damien Leboulaire. Est-ce qu'il a sa bague au doigt? Non, pas encore. Qui, par ce subterfuge, se sera fait applaudir 2 fois. C'est très bien joué. Un avis peut-être sur le profil de ces jeunes, plein d'imagination, Jean-Louis Beffa. Écoutez, d'abord, et je le dirai tout à l'heure également, je trouve particulièrement intéressant cette action de la Fondation Norbert Ségard. Je trouve que de récompenser des jeunes qui donc, sont passés par des écoles d'ingénieurs ou autres, qui ont décidé très tôt de se lancer dans l'initiative que représente en effet la création dès le départ d'une
start-up technologique est quelque chose qu'à l'évidence nous devons encourager. Voilà, c'est une route qui, vous le savez tous d'ailleurs, ne sera pas peut-être toujours facile, mais de toute façon, eh bien, dans beaucoup des aventures qui ont magnifiquement réussi, eh bien, ça commence comme vous. Et puis je trouve très intéressant, pendant des années, je me suis un peu désolé que dans l'école que je suis particulièrement, puisque je suis encore à son conseil d'administration, à l'école polytechnique, je voyais les jeunes polytechniciens devenir traders dans les banques. Alors j'ai beaucoup de respect par des grands mathématiciens comme Mme El-Karoui, qui a beaucoup formé ce qu'on appelle des quants, mais je trouvais ça un peu désolant de former des traders. Alors je passais leur temps à leur dire qu'on vieillissait mal dans ce métier, ce qui n'est peut-être pas toujours vrai, mais je le crois un peu, et de voir au contraire les jeunes aujourd'hui être des créateurs, vouloir vraiment mettre en avant ce qu'ils ont appris d'un point de vue scientifique et innovateur, me paraît particulièrement remarquable. Donc je voudrais tous, au-delà même de celui qui va recevoir le prix, vous féliciter très chaleureusement. Et on va connaître le nom de celui qui reçoit le prix. On vous remet l'enveloppe, Jean-Louis Beffa, et c'est donc à vous que revient la lourde responsabilité de nous annoncer à qui revient le prix Jeune Espoir. Comme dans les Oscars, voilà. Donc le prix Jeune Espoir Norbert Ségard 2017 est attribué à David Henry de la société Exotrail. David Henry. Alors, on va faire un peu plus connaissance avec votre travail à travers une courte vidéo, et puis ensuite on discutera. Et qui sont à peu près 1000 fois plus petits. Et assemblés en constellation, ils permettent de délivrer des services à destination de la Terre, donc par exemple de l'imagerie à très haute revisite temporelle, ou alors de délivrer Internet partout dans le monde. Et nous, ce qu'on fait avec Exotrail, c'est qu'on développe un système propulsif pour ces petits satellites. Et en fait, on leur permet de se déplacer dans l'espace. Et grâce à ça, ils ont accès à de nouvelles orbites qui étaient inaccessibles auparavant, et leurs performances sont améliorées. Et nous, ce qu'on fait avec Exotrail, c'est qu'on rend viable commercialement l'utilisation de ces constellations qui, in fine, ont un impact fort sociétal et environnemental. Et en plus de ça, on permet de réduire la pollution spatiale, la pollution générée par les débris spatiaux, en permettant aux satellites de revenir sur Terre à la fin de leur mission. Alors, évidemment, on applaudit et on aimerait en savoir plus sur ces petits satellites. Vous dites qu'on va pouvoir les faire aller sur des orbites que l'on n'atteignait pas jusqu'à maintenant. À quoi ça sert d'avoir mis ces petits systèmes de propulsion sur ces microsatellites ? Alors déjà, merci beaucoup pour ce prix. En fait, les satellites, depuis quelques dizaines d'années, étaient très, très gros. Donc, ils pesaient plusieurs tonnes, ils coûtaient plusieurs centaines de millions d'euros. Ils prenaient plusieurs années, voire dizaines d'années à développer. Et depuis quelques années, on a un mouvement pour réduire la taille de ces satellites, qui du coup font plus que quelques kilos, font la taille d'une boîte à chaussures. Et au lieu de coûter quelques centaines de millions d'euros, ils coûtent quelques centaines de milliers d'euros. Et grâce à ça, on peut en fait en mettre beaucoup plus en orbite. Et donc avoir accès à de nouveaux services, donc typiquement permettre à l'ensemble de la planète d'avoir accès à Internet grâce à des constellations de petits satellites. Ou alors avoir accès à des services d'imagerie à très haute revisite temporelle. Donc au lieu d'avoir une image comme quand vous allez sur Google Maps par exemple, vous avez une image qui date souvent d'il y a quelques mois, voire un an. Avec ces constellations, vous pourrez avoir des images tous les jours, toutes les heures. Et ça permet typiquement de sauvegarder de l'eau pour les agriculteurs par exemple en faisant de l'analyse d'images. Ça permet de faire tout un tas de choses, on pourra en parler. Alors, avec ce travail, vous êtes un concurrent du CNES, du Centre national d'études spatiales, ou vous êtes un partenaire? C'est-à-dire, vous arrivez pour concurrencer l'ESA, la NASA, ces agences spatiales nationales, ou vous les aidez? Non, pas du tout. On veut bien travailler avec eux, s'ils veulent travailler avec nous. Ah oui, vous restez ouvert. Le but, nous, en fait, c'est qu'on développe une technologie de propulsion qui va permettre à ces petits satellites soit d'aller en orbite très basse, donc pour compenser l'atmosphère qui freine ces satellites, et sans ça, ils tombent. Donc ça leur permet de durer plus longtemps, ou alors d'aller dans des orbites plus hautes pour lesquelles ils ont besoin d'avoir une propulsion. Donc nous, en fait, le brevet qu'on exploite est initialement, le travail initialement qu'on exploite a été fait par le CNES.
Et donc non, nous pas du tout, on est concurrent de gens qui font aussi de la propulsion. Mais on travaille avec l'ESA, le CNES, etc. Quand vous vous projetez dans un avenir plus ou moins proche, vous voyez un avenir à la Elon Musk, qui est ce milliardaire américain qui vient un peu révolutionner justement le spatial aux États-Unis? Je ne sais pas trop. Bah, Honnêtement, dans vos rêves les plus fous, moi, quand vous êtes seul avec vous-même. Il paraît qu'il est pas sympa du tout, donc bon. j'espère pas. D'accord. Non, c'est lui effectivement qui a initié ce mouvement dans le spatial avec la société SpaceX, donc qui fait des lanceurs à bas coût. Donc effectivement, c'est lui qui a lancé ça, donc on a dans cette industrie un respect pour lui, mais après, moi, je sais pas, peut-être, mais je pense pas. En tout cas, on vous le souhaite. Allez, on va vous remettre à chacun vos diplômes. Et puis également, donc c'est Jean-Louis Beffa, je crois, qui vous remet vos diplômes. Vous pouvez remonter sur scène. Je m'adresse aux différents lauréats, puisqu'on va faire cette photo souvenir de ce palmarès. Donc chacun un diplôme que l'on vous remet. Et je crois aussi qu'il va falloir sortir le carnet de chèques, parce que chacun repartiront avec un chèque. Alors, on va vous donner vos... On est un peu en train de cafouiller dans les enveloppes. Vous pouvez leur remettre à chacun leur diplôme. Vous voulez dire un mot sur les 5 lauréats? Oui, je voudrais insister sur un point qui me tient particulièrement à cœur. C'est que la Fondation a 12 lauréats. Et au niveau du prix Jeune Espoir, nous avons 5 lauréats. Certes, il faut toujours, dans tous les concours, en distinguer un, et bravo David, mais je salue également les 4 autres, et c'est avec grand plaisir que je leur remets également donc, le diplôme de prix Jeune Espoir 2017 et le chèque correspondant. Vous pouvez les applaudir, chacun son diplôme, et on va prendre donc cette photo souvenir. Je ne sais pas qui se charge de prendre la photo. Hop, merci, je récupère le micro. Allez, pardon, excusez-moi. Montez sur scène, qu'on vous voit bien. Un grand sourire, sous les applaudissements. La promotion Jeune Espoir. Merci à vous, vous pouvez regagner vos places. L'heure est venue de remettre le deuxième prix Norbert Ségard, le prix Jeune Ingénieur Créateur. Jean-Paul Ségard, vous nous présentez ce prix. Donc le prix Jeune Ingénieur Créateur récompense des ingénieurs, des masters scientifiques, des docteurs de moins de 35 ans qui s'engagent dans la création effective d'une entreprise technologique innovante pour des applications concrètes dans l'industrie ou répondant à de grands enjeux sociétaux. Alors je vais demander aux... On va montrer une vidéo présentant les 7 lauréats de ce prix, et à chaque fois que le nom et la personne apparaîtra, elle viendra nous rejoindre sur scène. Mathieu Chevalier. Chez Andisco, on développe un assistant intelligent pour les personnes déficientes visuelles et notamment les utilisateurs de canne blanche. Un objet qui va leur permettre de se déplacer avec beaucoup plus de fluidité au quotidien. Donc un objet qui est géolocalisé en temps réel, qui permet de faire de la navigation GPS piétonne spécifique aux malvoyants, qui est en totale connexion avec les réseaux de transport en commun ou encore avec les feux piétons parlants. Direction centre-ville, 2 minutes. 16 minutes. Le but du produit développé chez Andisco, c'est de lutter contre l'exclusion sociale des personnes déficientes visuelles. À l'heure actuelle, de nombreuses personnes ont malheureusement peur de sortir de chez elles car elles sont seules, car elles sont mal informées. Avec notre produit, elles pourront bénéficier de plus d'autonomie, de plus d'accessibilité et donc de plus de sécurité.
et pourront découvrir en toute décontraction leur ville, aller chez leur médecin, aller faire les courses, aller rencontrer des amis, tout ça de façon seule et totalement autonome. Steer Welding commercialisera des têtes de soudage FSW qui se montent sur des centres d'usinage. Le FSW, c'est du soudage par friction malaxage. C'est un procédé de soudage qui concerne notamment l'aluminium et qui possède tout un panel d'avantages en fait, pour souder l'aluminium. En quelques minutes, avec notre système, on transforme un centre d'usinage en machine de soudage. Le prix en fait, d'acquisition de cette technologie FSW va être fortement réduit grâce à notre innovation. Donc on devrait amener une démocratisation du FSW, augmenter en fait ce marché de la soudure FSW, donc directement créer des emplois chez nous, mais aussi indirectement voilà, chez nos fournisseurs, chez nos clients. On parle d'une soudure sans gaz d'apport, sans métal d'apport, pardon, et sans gaz de protection. Donc voilà, on répond à des sujets clés de demain. Donc Céricine, c'est une entreprise industrielle qui produit un matériau noble et ancien qu'est la soie avec une technique révolutionnaire. On produit des objets en 2 ou 3 dimensions pour des marques de luxe, pour la mode, la décoration et le packaging. Notre innovation, c'est que les verres à soie ne vont plus produire un cocon, mais directement des formes en 3D. Donc on va produire un moule de la forme de l'objet final. On va déposer les verres à soie et les verres à soie vont venir recouvrir de soie le moule qu'on va ensuite récupérer en démoulant. Notre ambition, c'est relancer la sériciculture française, donc les élevages de verres à soie. Et ensuite, on va produire la soie séricine dans des ateliers qu'on est en train de construire dans le sud de la France, les Cévennes, l'Ardèche, la Drôme. Easygain développe un dispositif de rééducation à la marche connecté pour les petites structures, les EHPAD, les cabinets de kinésithérapie, les SSR et surtout à terme le domicile. Il s'agit d'un tapis roulant de rééducation à la marche connecté avec 2 innovations majeures. Le soulagement du poids au niveau du bassin pour plus de confort et une stimulation cognitive avec des capteurs qui analysent la marche pour plus de motivation durant l'exercice. L'impact sociétal d'Easygain est évident à plusieurs égards. Premièrement, pour le patient, avec une rééducation à la marche plus performante, mais aussi pour les clients, donc les praticiens qui vont avoir donc un travail plus confortable et plus agréable à faire avec des mesures objectives de la marche, qui est un outil qu'ils n'ont aujourd'hui pas à leur disposition dans ces petites structures. Et puis à terme aussi la société, parce qu'en développant la rééducation à la marche au domicile, on diminue fortement les coûts d'hospitalisation, les coûts de transport, et c'est donc des économies notables pour la sécurité sociale. Illum Energy développe et commercialise un logiciel permettant de contrôler des batteries, permettant de stocker l'énergie installées dans des bâtiments industriels et commerciaux afin de réduire leur facture énergétique et leur empreinte carbone. Notre technologie, l'Energy OS, se positionne sur 2 types de marchés. Donc les bâtiments connectés au réseau dont nous allons optimiser leur facture énergétique en stockant l'énergie quand elle ne vaut pas cher et en l'utilisant quand elle vaut plus cher. Et les bâtiments totalement isolés, donc par exemple comme en Afrique, où nous allons en fait minimiser l'impact de générateurs de secours grâce à l'utilisation intelligente de la charge et la décharge de batteries. Ce logiciel, donc l'Energy OS, permet de favoriser le développement des énergies renouvelables et finalement donc de permettre d'accélérer cette transition énergétique du passage d'une production totalement centralisée à une production distribuée, intelligente et renouvelable. Carriole, c'est une remorque électrique intelligente pour vélo qui va permettre de transporter jusqu'à 250 kg de charge derrière n'importe quel type de vélo sans que le cycliste s'en rende compte. Que vous alliez en montée, en descente, que vous accélériez ou que vous freinez, elle va s'adapter parfaitement à la vitesse de votre vélo et vous faire oublier que vous avez 250 kg qui vous suivent. L'impact sociétal de Carriole, il est sur 3 parties. Pour les particuliers, c'est l'opportunité dans les grands périmètres urbains de transporter des choses lourdes ou encombrantes en se passant de véhicules. Pour les artisans, c'est l'opportunité de pouvoir transporter du matériel en ayant peu de contraintes de circulation ou de stationnement, toujours en périmètre urbain. Et enfin, pour les grands industriels de la logistique du dernier kilomètre, la Poste, TNT, c'est la possibilité de pouvoir livrer de manière efficace nos centres en nous laissant respirer un air propre et en évitant les périodes de pollution comme on connaît en ce moment.
Alors Forcy Robotics, c'est une jeune start-up qu'on a créée en mai dernier qui développe un petit robot sous-marin. C'est un robot qui fait à peu près 60-70 cm de haut, qui va descendre à 2000 mètres de fond. Et ce robot il a la particularité de venir se connecter sur une station sous-marine pour la ravitailler à la fois en électricité, donc c'est de la puissance électrique, et à la fois en communication. Donc on va pouvoir transférer de la data, des flux de vidéos, et ce, à partir d'un petit bateau. Et grâce à l'utilisation d'un petit support en surface, en fait, on réduit le coût des opérations sous-marines. Donc les applications, ça va de l'offshore pétrolier aux applications militaires et à l'exploration scientifique. Alors l'intérêt pour la société, il est triple. Il est d'abord économique, puisque notre système permet de déployer des solutions sous-marines à très bas coût. Donc on peut réduire d'un facteur 3 ou 4 le coût d'une campagne sous-marine. Il est également environnemental, puisqu'en réduisant la taille des navires, on peut permettre de réduire l'impact environnemental des campagnes, que ce soit les émissions de CO2 des bateaux, ou que ce soit les pollutions sonores dans l'océan. Et la dernière particularité, c'est tout ce qui est valorisation des océans, et finalement de développer toutes les richesses marines, que ce soit des énergies, que ce soit des biomolécules, que ce soit de l'exploration à des buts purement scientifiques. Je vous demande de les applaudir. Venez nous rejoindre sur scène. C'est assez impressionnant et rassurant pour l'avenir de voir tous ces projets qui ont fait réagir, qui en ont fait sourire. Certains ont eu envie d'applaudir. On sent en tout cas qu'il y a des idées, il y a énormément de potentiel. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite, pour la suite de l'aventure. Et on va savoir, alors vous êtes tous, vous l'avez compris, d'ores et déjà lauréats, primés. Vous allez recevoir un diplôme et un chèque pour vous encourager dans vos opérations. Et on va décerner le prix, le premier prix, la première place. Jean-Louis Beffa, une nouvelle fois, vous allez donc ouvrir l'enveloppe et annoncer à qui revient le premier prix. Roulement de tambour. Donc le prix jeune ingénieur créateur Norbert Ségard 2017 est attribué à Gauthier Dreyfus pour la société Forcy Robotics. Gauthier Dreyfus. Je vous remets un micro. Alors, pardon, quel effet ça fait? Je suis vraiment très heureux, très fier aussi parce que je voudrais féliciter tous les autres lauréats. C'est vraiment un des concours, en tout cas j'ai eu l'occasion de faire plusieurs concours et le concours de la Fondation Norbert Ségard, c'est un des concours les plus sélectifs, avec vraiment des projets assez matures et de très bonne qualité. Donc je suis vraiment ravi de faire partie déjà des lauréats et puis en plus d'être le lauréat 2017 cette année. Alors on est vraiment dans l'exploration avec ces deux primés. On était dans l'espace tout à l'heure, maintenant on va dans le fond des océans. C'est un peu une prime aux Christophe Colomb qui vont toujours plus loin. À qui devrait servir ce robot? Vous aimeriez qu'il aide qui? Alors malheureusement, aujourd'hui nos premiers clients ce sont les parapétroliers. Parce que suite à la chute... Malheureusement, s'ils sont dans la salle, ils vont arrêter de faire affaire avec vous. Allez-y avec un peu plus d'enthousiasme quand même. Non, je prends des pincettes à chaque fois que je parle du pétrole parce que c'est vrai que ça choque souvent la bonne conscience écologique aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai besoin dans l'industrie parapétrolière de réduire les coûts avec des opérations plus légères et plus flexibles. Donc aujourd'hui, nos premiers clients, c'est les parapétroliers. Le deuxième segment de clients, ça sera les militaires. Et là, on a commencé à s'approcher d'industriels de défense français notamment, parce qu'il y a des vraies problématiques de lutte anti-sous-marine ou d'espionnage ou de déploiement de drones sous-marins pour des problématiques de défense. Et le dernier marché, c'est tout ce qui va être campagne scientifique, exploration des océans, parce qu'il y a un potentiel fabuleux à aller découvrir sous l'eau, à plusieurs milliers de mètres. Donc il y a effectivement des biomolécules, ça peut être poser des hydroliennes, mettre des centrales thermiques au fond des mers, etc. Vous en êtes où dans votre projet et qu'est-ce qu'il faudrait pour vous aider? C'est quoi la prochaine étape, l'étape d'après? Donc là, l'étape d'après, c'est une vraie année de R&D. Donc on a fait un premier démonstrateur, vous avez vu en vidéo, en rade de Brest, sur le site de l'école navale il y a quelques semaines. Donc on en a encore pour 12 à 18 mois de R&D. Et en ça, le prix Norbert Ségard, c'est vraiment important parce que c'est la période la plus ingrate en fait, de développement. On a l'intérêt des clients, mais maintenant, il faut qu'ils puissent voir vraiment ce qu'on donne à 2000 mètres de fond. Et pour ça, donc, il y a beaucoup de R&D. On travaille avec nos ingénieurs, donc faire grossir l'équipe, continuer à travailler avec les clients pour vraiment comprendre ce dont ils ont besoin et puis avancer comme ça. Est-ce que vous avez des remerciements peut-être à adresser, à formuler? Et pendant que vous formulez vos remerciements, on va remettre les diplômes et les chèques aussi
aux lauréats derrière vous. Alors je ne sais pas, certainement qu'on vous a aidé dans tout ça, il y a certainement quelques remerciements. Je vais déjà remercier le jury Norbert Ségard. Ça a été un jury très professionnel techniquement et sur les questions business. Et je crois qu'on a tous passé un très bon moment quand on est passé lors des soutenances. Remercier bien sûr l'école polytechnique pour son soutien, puisque j'ai commencé à l'accélérateur là-bas. Remercier notre partenaire, donc l'ISEN Brest, l'Institut supérieur d'électronique. Donc c'est un des laboratoires, et je crois qu'il y a un des représentants de l'ISEN dans la salle ce soir. Un laboratoire à Brest avec lequel on s'est rapproché pour travailler sur des problématiques d'acoustique sous-marine et de positionnement sous-marin. Et puis après, de remercier tous nos futurs partenaires avec qui on travaille aujourd'hui. Voilà. Merci et bravo à vous. Allez, on vous remet vos diplômes à chacun. Vous pouvez monter d'une marche pour qu'on vous voit bien, monter sur l'estrade derrière vous. Allez-y, si vous avez la force dans les... Il y en a qu'un qui peut monter la marche. Non, ça va. Tout le monde va réussir. Petite erreur d'aiguillage sur les diplômes. Je ne sais pas si les chèques sont tous du même montant, donc faites attention à ceux avec quoi vous allez repartir. Serrez-vous un peu pour la photo et les applaudissements. Grand sourire. Voici le palmarès 2017. Merci à vous. Vous pouvez regagner vos places et félicitations à tous les 7. Voilà, nous arrivons au terme de la première cérémonie. N'oubliez pas qu'il y en a une deuxième. Le discours de clôture vous revient, Jean-Louis Beffa. Il ne s'agit pas de faire un discours, mais juste quelques réflexions. D'abord, je voudrais dire que je crois que nous sommes tous ici extrêmement heureux de récompenser des jeunes qui font ce que nous venons de voir. Je crois qu'il est extraordinairement important aujourd'hui de voir combien de jeunes ont envie, avec enthousiasme et de façon très sérieuse, nous l'avons vu dans la façon dont ils parlent de leur projet, se lancer dans l'innovation scientifique. Et donc ça, je trouve que c'est très encourageant pour notre pays et je pense qu'il sera très important dans les années à venir que ces efforts-là soient particulièrement soutenus et dynamisés pour justement faciliter une croissance. Alors nous ne savons pas si à partir de jeunes pousses comme cela vont arriver à naître de nouveaux groupes, mais il y a visiblement actuellement un foisonnement d'idées qu'apportent évidemment les mutations technologiques. Un certain nombre d'outils maintenant existent qui sont d'une nature profondément différente. Nous l'avons vu quand on parle même sur les satellites de ce qui vient de nous être dit. C'est assez impressionnant par rapport aux moyens techniques que font les autres technologies. Je crois qu'il y aura beaucoup de domaines dans lesquels de nouvelles technologies innovantes vont apporter des solutions à des problèmes concrets industriels dans des conditions de prix particulièrement étonnantes. Donc encore une fois, vraiment, ce foisonnement intellectuel me paraît extraordinairement positif dans notre pays. Je voudrais rendre hommage devant vous à ce qu'a représenté, puisque pour ma part j'ai eu l'honneur de le connaître, Norbert Ségard. Norbert Ségard, à son époque, a justement représenté l'idée d'abord de la mutation technologique. Nous savons tout le rôle qu'il a joué comme ministre chargé des postes et télécommunications, lançant véritablement ce secteur-là dans une nouvelle dynamique. Deuxièmement, très important également, son engagement sur le domaine de la formation, puisqu'il a créé, nous le savons, toute une série d'écoles et d'écoles de terrain, d'écoles concrètes, d'écoles dans lesquelles on apprend non seulement les connaissances scientifiques, mais aussi à faire des choses d'une façon extrêmement pratique. Et puis, je dirais aussi l'homme politique intéressé au développement économique de la région. Si aujourd'hui nous voyons un certain nombre de personnes, et dans le Nord aujourd'hui nous le savons, qui sont extraordinairement atteintes
par les mutations de notre époque, il nous appartient d'essayer absolument de redynamiser des territoires comme le Nord et comme d'autres en particulier. Et je trouve que l'action qu'a eue Norbert Segard est à cet égard quelque chose qui est pour nous un exemple que nous devons suivre. Donc, encore une fois, merci et un grand hommage à ce qu'a représenté Norbert Segard et à la façon dont cette fondation poursuit les grands objectifs à la fois technologiques et humains qui étaient les siens. Je voudrais aussi redire combien, pour ma part, je suis heureux d'être ici parce que j'ai toujours cru à la dimension fondamentale de l'innovation technologique dans les groupes. Je crois que, d'ailleurs, la transformation numérique ou bien les technologies que l'on appelle Industrie 4.0 vont être de profonds transformateurs de ce qui se passe dans les groupes les plus établis et que seulement seront adaptés au futur. Et d'ailleurs, à mon sens, pas simplement le domaine des startups, mais également, je crois, s'ils savent prendre le virage, le domaine des groupes établis, à condition de savoir se transformer profondément. J'écris récemment ma conviction que pour eux, c'était absolument vital. Je sais que ce n'est pas facile et je pense qu'il faut également refaire une nouvelle coopération entre les groupes établis et les start-up. Pour ma part, dans le groupe Saint-Gobain, imitant un peu ce que m'avait appris le président en fait, du groupe Hoffmann-La Roche, qui était un pionnier à cet égard, j'ai lancé dans Saint-Gobain une initiative que nous appelons dans le groupe Saint-Gobain Nova, qui était de collaboration avec des start-up dans le domaine de l'innovation technologique. J'ai une absolue conviction que c'est parfait d'avoir dans un groupe établi de très bons chercheurs, mais c'est fondamental de voir ce qui se passe dans le domaine des start-up. Je pense qu'aujourd'hui, la créativité est d'ailleurs d'une façon peut-être dominante dans les start-up. N'oublions pas aussi ce que peut apporter une start-up, une coopération si on arrive à bien la réussir, et ce n'est pas facile, entre un groupe établi et une start-up. Le groupe établi apporte des moyens de développement, il apporte des moyens commerciaux, il peut véritablement apporter une dynamique fantastique. Mais l'alchimie de cette coopération n'est pas évidente, nous le savons tous. D'ailleurs, pour ma part, j'avais créé une équipe totalement spécialisée parce que quand on confiait le programme aux chercheurs, ils étaient parfois un peu jaloux, je dois l'avouer, de ce qu'avait trouvé la start-up. Quand au contraire on donnait ça aux opérationnels, ils voulaient acheter la start-up et bien entendu décourager les gens de la start-up, ils se retrouvaient, si je puis dire, avec de la barbe à papa. Et par conséquent, il était fondamental de veiller. Et c'est pour ça que je crois que c'était une tâche même du chef d'entreprise, de veiller à l'équilibre de la coopération entre un groupe établi et une start-up. Parce que ceci demande un arbitrage, ceci demande au fond de faire beaucoup évoluer votre organisation et c'est important. Je rajouterai juste aussi quand même que d'abord, je suis très fier que le groupe Saint-Gobain, encore aujourd'hui, ait été classé, notamment dans le domaine des matériaux, au top mondial de l'innovation dans son secteur. Dans ce classement, vous savez, où on prend les brevets multipliés par les nombres de citations, qui est sans doute une façon de faire. C'est la 5e année que le groupe Saint-Gobain est d'abord dans le top 10. C'est important du côté français. Et également à la tête au niveau mondial. Je l'ai aussi, je crois, beaucoup expérimenté quand, à la demande du président Chirac, j'avais créé l'Agence de l'innovation industrielle pour avoir des projets ambitieux. Et je crois qu'il y avait là-dedans quelque chose qui était intéressant, c'était la volonté de faire coopérer des groupes établis, des laboratoires de recherche et des start-up. Et je pense que autant l'État n'a pas désigné dans tel ou tel secteur là où il faut faire les choses, c'est pour ça que je suis un peu réticent sur des appels d'offres par l'État, autant je crois que des initiatives venant justement de la proposition du secteur privé, mais veillant à l'association,
de start-up et de laboratoires de recherche est quelque chose de très important. Et j'ai été très heureux encore dans 2 ou 3 cas de voir des sociétés, notamment des sociétés qui n'étaient pas les plus grands groupes, mais ce qu'on appelle des ETI performantes, me disaient « Ah, le programme de la DESI nous a permis de découvrir des start-up dans notre secteur technologique et ensuite de faire des choses qui finalement nous ont été extrêmement utiles. » Donc ma conclusion, c'est continuons à fond à soutenir nos start-up, à arriver à les faire grossir. Appelons les groupes établis, même importants, à avoir la volonté farouche de se transformer et pour se transformer, de savoir travailler justement avec les start-up. Veillons à ces équilibres. Et si nous avons arrivé à faire ça, je vous assure, il y a un dynamisme dans nos écoles, il y a une formation de jeunes, il y a un enthousiasme, et je crois véritablement que notre pays pourra beaucoup plus encore qu'aujourd'hui retrouver la voie de l'innovation technologique, la voie de la créativité, et enfin sortir d'un système où nous n'avons pas fait encore assez, et bien entendu dans le cadre en particulier d'un redressement de notre effort industriel. Merci. Merci à vous, Jean-Louis Beffa.